Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Le sujet, c'est le titre de formateur. Vous allez découvrir le programme du TPFPA, la formation Devenir formateur, niveau Bac+2, et ainsi vous pourrez savoir si c'est cette formation qui vous convient pour vous convertir dans cette activité de formateur. Eh bien, notre invité aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, c'est Emmanuel Orvin. C'est avec plaisir que je reçois Emmanuel, avec qui nous entamons une collaboration. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps. Je me permets, Emmanuel, de faire ton introduction parce que vraiment, c'est avec plaisir que je vais travailler avec toi. C'est une personne, vous allez le découvrir, qui est non seulement compétente, mais adorable. Donc voilà, Emmanuel, je te laisse prendre la parole et j'arrête la présentation. Très charmante introduction, Peggy. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire consacré au TPFPA. Rapidement, pour me présenter, je suis Emmanuel Orvin, je suis à mon compte depuis 2010 et mon métier historique, c'est la conception-rédaction de supports de com. Et puis petit à petit, ma vie professionnelle a fait que j'ai bifurqué vers la formation. En 2019, j'ai obtenu mon titre RNCP de formatrice professionnelle d'adultes et j'ai eu l'occasion d'être tutrice sur ce même titre qui a évolué d'ailleurs depuis pendant 3 ans dans une école en e-learning. Je connais Peggy parce que j'évolue en portage salarial chez Cadre en Mission et Peggy est aussi familière de ce fonctionnement. J'ai l'occasion d'ailleurs dans cette structure en portage salarial d'être co-référente du pôle formation qui permet à des experts de se réunir une fois par mois pour évoquer des sujets. Et Peggy est déjà intervenue pour nous avec brio sur différents sujets en lien avec la veille et avec Calliope aussi. Donc mon positionnement aujourd'hui, c'est d'être formatrice, accompagnatrice et appui conseil pour des formateurs et des organismes de formation. Et je développe une vision spécifique qui est une vision hop de mon métier, c'est-à-dire une vision optimisée, optimale et optimiste que j'apprécie partager. Voilà pour le tour d'horizon me concernant. Et donc ce titre, comment l'aborder, comment l'appréhender et à quoi répond-il? Eh bien, en réalité, il est déjà dans sa version numéro 7 et certainement qu'une version 8 va arriver puisque un titre professionnel, de manière générale, est là aussi pour s'adapter au marché du travail. Et en l'occurrence, celui-ci évolue grandement avec une obsolescence de compétences qui se fait jour. On avait des compétences auparavant qui pouvaient durer plusieurs années. Maintenant, c'est 6 mois environ. Donc, ça va très très vite. L'arrivée aussi de l'intelligence artificielle sur le marché du travail apporte des changements notoires, y compris dans les usages des formateurs d'ailleurs. Et donc, devenir formateur professionnel d'adulte, c'est finalement chercher à obtenir une légitimité supplémentaire parce qu'on peut aujourd'hui s'auto-déclarer formateur, être formateur très facilement et parce que on se sent de transmettre quelque chose, on se sent expert d'un sujet et donc on a envie d'aller le partager avec d'autres et porter la bonne parole. C'est excellent de faire ça et c'est vrai que le titre apporte une légitimité supplémentaire, peut permettre dans le cadre de formateurs qui seraient salariés à l'entreprise de se positionner pour répondre plus facilement peut-être à des appels d'offres puisque ce titre professionnel est reconnu à l'échelle française. Et donc une entreprise qui va soit se positionner sur un appel d'offres et qui va chercher à staffer son appel d'offres avec des formateurs professionnels d'adultes s'offre plus de chances que si ce sont de simples formateurs entre guillemets qui n'ont pas ce titre pro. Et de la même façon, une entreprise type organisme de formation ou CFA qui va chercher à recruter des formateurs sur des thématiques précises va certainement plus apprécier des profils de formateurs qui ont obtenu ce label de titre pro plutôt qu'un formateur qui dispose certes d'une expertise mais qui n'a peut-être pas l'ensemble des clés que l'on voit dans un titre professionnel. Je te rejoins là-dessus. Je rencontre beaucoup de gens qui viennent qui viennent vers moi pour devenir formateurs, qui pensent que effectivement parce qu'ils ont animé des formations à droite à gauche. Pour les nouveaux entrants, tout simplement, ils ont la capacité d'être formateurs. Une chose principalement, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité de professionnalisation parce qu'en fait, souvent quand on forme dans une entreprise, on fait un petit peu les choses comme on le sent, on transmet notre savoir, mais on ne prend pas en considération l'ingénierie pédagogique et c'est ce que va nous amener tout le TPFPA et ce que tu vas nous présenter à travers les différents blocs, ce sur quoi on va visualiser. Et puis
Ça, c'est vraiment du coup l'intérêt pour des formateurs qui sont formateurs qui sont dans une entreprise et qui vont développer leur formation et qui ont besoin de se professionnaliser, ou alors qui sont déjà dans des CFA, etc. Mais ça n'apporte pas la partie entrepreneuriat et ça, c'est ce qu'on va voir aussi à travers le référentiel du TPFPA. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'en fait, ça trompe énormément le public. Et moi, je vraiment, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé et qu'on a décidé de travailler ensemble, c'est que le public aujourd'hui est énormément trompé par un financement facile sur le TPFPA qui n'apporte pas finalement l'attendu d'une majorité du public sur le fait que on va sur un public qui veut devenir formateur indépendant et qui n'a aucune compétence de chef d'entreprise, le TPFPA ne va pas l'apporter et c'est bien ce qu'on va présenter en épluchant ce référentiel qui est vraiment orienté sur la conception, l'animation et l'évaluation. Tout à fait. Voilà. Non, c'est vrai. D'autant plus dans la version 7 de ce titre. En fait, auparavant, moi, je dispose de la version 6. Je l'ai passée en 2019 et la version 6 était encore adaptée à des professionnels dont l'activité principale pouvait être autre, par exemple consultant ou coach, que formateur. Et donc, la V6 était plutôt adaptée à ce type de profil. La V7 se complexifie et va plutôt s'attacher aussi sur les blocs 3 et 4 notamment en termes de référentiel pur, va s'attacher aussi à faire de l'accompagnement d'apprenants. Et en l'occurrence, un formateur lambda dont c'est l'activité mais pas forcément principale, va peut-être animer des sessions d'une journée, 2 jours, parce que des fois c'est largement suffisant d'animer des sessions de cet ordre-là. Et pourtant, le titre, dans sa globalité aujourd'hui en version 7, va proposer plutôt de s'attarder sur des parcours longs dans lesquels on va pouvoir mettre en place de l'accompagnement, etc. Donc c'est vrai que ça va pas être forcément les mêmes cibles qui vont être touchés pour devenir formateur professionnel d'adultes qu'auparavant. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce titre, c'est qu'il est architecturé. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a 2 bibles en fait rattachées à ce titre, qui sont le REAC et le RE. Donc le référentiel REAC, j'ai déjà perdu l'acronyme. Il m'est sorti. Le référentiel emploi, activité, compétences, ça y est, qui a un découpage bien spécifique et qui permet d'ordonner les compétences. Il y a 13 compétences par bloc de compétences. Je vais vous montrer dans un instant la vue synoptique de ce document. Et un autre document bible, entre guillemets, qui est le RE, le référentiel d'évaluation, dans lequel on va retrouver la façon dont l'apprenant formateur, le futur candidat au titre, va devoir organiser sa prise de parole orale pour un examen qui dure 3 heures. Partant de là, des rappels essentiels aussi, ce titre exige, comparé à la version précédente, qu'il y ait 315 heures de stage obligatoires qui doivent être révolues le jour du passage de l'examen et va donc vous permettre de capter à travers une ou plusieurs expériences en stage des possibilités de répondre aux exigences liées à l'évaluation finale, donc à votre oral le jour J. Avant ça, donc, je vais partager mon écran, avec la vue synoptique. Alors, ce mot barbare, il y a beaucoup de mots barbares dans le TPFPA aussi. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a une acculturation au vocabulaire qui est importante et qui parfois peut prendre du temps. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ce titre, je trouve, il est un peu élitiste entre guillemets parce qu'il y a, alors élitiste, c'est pas péjoratif, mais il y a vraiment beaucoup de vocabulaire à appréhender pour identifier à quoi fait référence quelle terminologie que des organismes de formation parfois n'utilisent pas dans leur quotidien. Il y a aussi cette réalité de terrain versus la réalité théorique qu'on appréhende dans le titre qui peut créer un décalage. J'ai souvent eu ce retour d'expérience d'apprenants qui,
lors de leur stage, disaient mais Emmanuel, ce que tu nous racontes dans tes classes virtuelles ou dans tes accompagnements n'a rien à voir avec ce que je vis sur le terrain, parce que le vocabulaire n'est pas le même, parce que les habitudes ne sont pas les mêmes et peut-être en inadéquation avec ce que vous voyez dans le titre. Donc il peut y avoir ce choc des cultures qui s'opère et en même temps, votre ressource et votre but en fait en tant que stagiaire, c'est aussi de montrer que vous pouvez être pivot pour accompagner la professionnalisation de l'organisme de formation dans lequel vous êtes. Je partage mon écran. Oui, en sachant que pendant que tu partages, juste pour dire, de toute manière, la formation, il y a un vocabulaire. Exactement. Oui. Sur le marché de la formation, il y a un vocabulaire à s'approprier. On parle de NDA, on parle de BPF, on parle d'OPCO, on parle d'OPCA, on parle d'un vocabulaire, on parle de VAE, on parle de CBC, voilà, il y a un vocabulaire à s'approprier et ça, c'est pas négligeable. Bien sûr. Et le titre aide à ça d'ailleurs et à utiliser les bons mots au bon moment, voire à faire de la pédagogie sur ces mots-clés éventuellement. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Ce document s'appelle donc la vue synoptique de l'emploi type. Je vais pas rentrer forcément dans beaucoup de détails, mais c'est la façon dont les différentes compétences, les 13 compétences du titre, sont réparties dans 4 blocs de compétences. Dans la partie verte de mon document, à gauche, vous retrouvez le titre des 4 blocs de compétences, concevoir et préparer la formation, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, accompagner les apprenants en formation et le dernier et non des moindres, inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité, de responsabilité sociale des entreprises. Voilà pour ces 4 blocs dans lesquels on va retrouver 3 ou 4 compétences et je vais zoomer un petit peu dessus. C'est donc la partie en face à droite qui apparaît en jaune à l'écran. Donc dans le premier bloc de compétences, on va retrouver tout l'aspect amont de la formation. Comment on va faire pour, dans la compétence 1 par exemple, élaborer la progression pédagogique d'une formation multimodale à partir d'une demande. On va réfléchir donc à identifier quels sont les besoins en formation, comment faire pour que la formation soit réussie, quels sont les moyens humains, opérationnels, peut-être matériels ou logistiques à prendre en considération. Dans la compétence 2, la conception d'un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité, encore un mot qui revient et qui est peut-être pas familier pour vous, c'est-à-dire qu'on va dans la multimodalité chercher à croiser les expériences, à enrichir l'apprentissage, peut-être avec tantôt des sessions en présentiel, tantôt des temps en distanciel, synchrone ou asynchrone. On va chercher en tout cas à mixer les façons de pouvoir apprendre et croiser ces chemins de façon très organisée, très structurée. Le scénario pédagogique va donner une vue d'ensemble des grandes étapes liées à ce qui va être déroulé auprès des apprenants en termes d'activités pédagogiques, en termes de quiz, d'évaluation, etc. Et l'accompagnement, lui, le scénario d'accompagnement, va s'attarder sur les temps où le formateur va être là pour apporter peut-être des focus réflexifs, va permettre à l'apprenant de prendre du recul sur ce qu'il doit faire. Et en tout cas, ce schéma de pensée, scénario pédagogique et d'accompagnement est en fait un premier pilier, je dirais, qui permet de structurer le reste de la formation. La compétence 3 revient à concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation en intégrant la multimodalité. À nouveau, ce terme multimodalité revient, vous l'aurez compris, il est important dans le titre dans sa version 7. On va alors chercher à identifier quelles sont les meilleures façons de faire appréhender les compétences que l'on cherche à transmettre aux apprenants à travers des activités pédagogiques pertinentes et adaptées et aussi que l'on puisse évaluer. Ici, on va donc chercher à identifier quels sont les bons objectifs pédagogique en lien avec l'objectif principal de la formation. Donc, qu'est-ce que l'on cherche en tant que formateur à faire atteindre à l'apprenant, c'est ça qui va être important. Et la formulation de cet objectif pédagogique va permettre ensuite d'avoir une évaluation adéquate qui va aussi répondre aux attentes par rapport à des normes comme Calliope, par exemple. Donc là, on voit bien que c'est très orienté très orienté ingénierie pédagogique.
Exactement. On est sur cette phase amont. On n'est même pas encore en contact direct, je dirais, avec les apprenants à ce stade. On est plus en contact avec le commanditaire et peut-être avec des outils d'aide à l'ingénierie, des intelligences artificielles, etc. On peut imaginer, en tout cas, pourquoi pas s'appuyer sur ces outils-là. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais ça peut s'entendre, en tout cas, d'avoir peut-être des idées qui viennent compléter votre créativité à ce stade-là. Concernant le bloc 2, on est sur l'animation, donc quelque chose de plus concret, plus palpable et que vous avez certainement peut-être déjà mis en œuvre à votre échelle. La compétence 4 va s'attarder sur l'animation de l'information et la facilitation des apprentissages selon différentes modalités. À nouveau, on a toujours cette idée de la multimodalité, présentiel, distanciel, alternance, AFEST, on peut tout imaginer parmi ces modalités. En tout cas, l'idée est de combiner les modalités entre elles et d'avoir en tant que formateur et facilitateur une agilité de passer de l'une à l'autre pour faciliter les apprentissages. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que la posture du formateur aujourd'hui n'est plus celle d'une personne qui va s'amuser seulement à transmettre un savoir, d'autant que le savoir est tout à fait relatif à l'ère que l'on vit, mais va aussi être un pilier dans les échanges qui vont pouvoir avoir lieu entre les apprenants pendant la session, en intercession peut-être pour des travaux de groupe qu'ils pourraient diriger à distance en asynchrone par exemple. En tout cas, la posture du facilitateur n'est plus seulement descendante, mais aussi dans l'échange et la facilitation de ces échanges, la facilitation de l'émergence des savoirs. Il n'est pas le seul détenteur des savoirs, chaque apprenant détient aussi le savoir, et donc comment tout cela va communiquer, c'est ça qui va enrichir une animation de formation aujourd'hui. La compétence 5 s'attache à évaluer les acquis de la formation des apprenants. En l'occurrence, il y a différentes phases d'évaluation, un positionnement en tout démarrage ou en amont même de la formation. Il peut y avoir de l'évaluation en cours de formation. D'ailleurs, c'est préconisé dans le cadre du titre de répondre à cette exigence d'être évalué en cours de formation. Et puis, une évaluation finale. On peut imaginer dans le cadre du titre, l'oral qui permet de valider les compétences que vous avez acquises. Formative et sommative. Exactement, qui sera donc une évaluation sommative. Concernant le deuxième bloc de compétences, donc la dernière des compétences qui est intégrée, c'est la remédiation aux difficultés individuelles d'apprentissage, c'est-à-dire que même au sein d'un collectif, on peut repérer qu'une personne a des difficultés à comprendre une consigne, a des difficultés à réaliser une activité pédagogique ou une évaluation en particulier. L'idée de remédier à une difficulté, c'est vraiment de venir pallier un problème rencontré pour faciliter la suite du parcours de l'apprenant, peut-être aménager particulièrement un instant du parcours ou tout le reste du parcours. On peut imaginer de nombreux cas de figure différents, mais à nouveau, le formateur est là à l'écoute, il a les radars et les antennes sorties et grands ouverts pour pouvoir capter ce qui pourrait clocher éventuellement et être à l'affût des difficultés d'apprentissage pour pouvoir y remédier, y apporter une solution, en tout cas si ce n'est pas lui-même qui apporte la solution, être un vecteur qui va permettre d'orienter l'apprenant vers un autre interlocuteur plus pertinent ou faire la passerelle avec d'autres experts qui pourraient, eux, venir en aide. Exemple, un référent pédagogique, un référent handicap, ou encore un expert du domaine sur lequel l'apprenant est en train d'apprendre le métier ou une compétence en particulier. Et puis, on va passer dans un autre univers qui est souvent moins fréquemment rencontré par les formateurs dans les habitudes, je dirais, de la formation aujourd'hui. C'est l'accompagnement des apprenants en formation. Qu'est-ce que ça recouvre ? Eh bien, c'est le seul bloc qui recouvrira 4 compétences et non pas 3. En l'occurrence, la compétence numéro 7 qui cherche à accompagner les apprenants dans leur parcours de formation. On est là dans l'idée de lisser le parcours pour qu'il soit le plus facilement... pour que l'apprenant puisse en être facilement familier, qui puisse vraiment appréhender chaque bloc de compétences, etc., peut-être dans un ordre précis ou en tout cas adapté. Et
cet accompagnement, il peut durer de l'amont jusqu'à l'aval du parcours. On peut s'appuyer naturellement sur le scénario d'accompagnement pour ça. Et puis, la compétence 8 cherche à revenir sur le tout démarrage de la formation où on va accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours. Ici, ces compétences, vous le voyez, par rapport à peut-être ce que vous avez déjà vécu comme formateur ou formatrice, n'est pas habituel, notamment lorsqu'on intervient sur des sessions d'1 ou 2 journées, on n'a pas la possibilité de créer réellement ces accompagnements, d'où l'idée que ce titre est plus approprié pour des professionnels qui vont travailler sur des parcours longs, on peut penser à des CFA par exemple. L'accueil de l'apprenant va être important, de même que la co-construction de son parcours qui va mettre en perspective ce qui va être utile, nécessaire, peut-être en termes de préférence d'apprentissage, peut-être en termes de typologie de support apporté à l'apprenant, façon d'appréhender les quiz, peut-être en les mettant directement en ligne, peut-être en les faisant faire en présentiel. En tout cas, la co-construction, c'est l'implication des différentes parties prenantes, et l'apprenant et je dirais le formateur et extenso l'organisme de formation ou le CFA même, avec d'autres acteurs qui peuvent venir compléter le trombinoscope, exemple le fameux référent handicap dont on a pu parler un petit peu plus tôt. La compétence 9 cherche à faire un focus sur le tutorat des apprenants à distance, parce que l'accompagnement en présentiel ne recouvre pas exactement les mêmes dimensions que du tutorat à distance. Et pour le coup, ici, on va avoir peut-être à créer en tant qu'organisme de formation ou que formateur, mais généralement c'est dans cette interrelation que ça se joue, une charte tutorale qui va permettre de poser un cadre, parfois même un cadre contractuel, qui va permettre à l'organisme de formation d'indiquer le mode opératoire de certaines choses et au formateur de respecter ce mode opératoire, de s'engager à le respecter. Et potentiellement, c'est un document qui peut aussi être porter à la connaissance éventuellement des apprenants selon la typologie de charte que l'on rédige. C'est en tout cas un document qui a vocation à poser un cadre serein dans cette relation ou cette interrelation en distanciel entre le tuteur ou le formateur et les apprenants. Et la compétence 10, on cherche à accompagner le développement professionnel des apprenants. Alors ici, on peut avoir des habitudes lorsqu'on accompagne des apprenants en individuel, de leur proposer d'aller voir le métier-scope de France Travail, de leur proposer peut-être un test de personnalité, etc. C'est intéressant, mais attention, dans le cadre de l'examen, c'est un accompagnement au développement professionnel d'un groupe d'apprenants, et donc on ne va pas s'attarder sur des modalités qui n'impliquent qu'un seul individu. On va chercher ici à proposer une activité pédagogique en lien avec le développement professionnel, le développement de la carrière pour un groupe d'apprenants. Oui, on est complètement sur ce bloc-là, sur 2 choses qui sont en lien, un avec Calliope. Oui. C'est-à-dire l'indicateur 12, comment je favorise l'engagement et je fais en sorte de ne pas avoir d'abandon. Oui. Avec les 3 premières compétences. Tout à fait. Sur la dernière, on est sur ce qu'on demande de plus en plus aux organismes de formation qui ont des certifications, telles que le TPFPA, qui dispense des formations certifiantes, comme le TPFPA ou même d'autres. En fait, le stagiaire ne doit pas être laissé après la formation sans penser à son insertion professionnelle. On doit avoir un suivi. Et du coup, là, on voit que c'est marrant parce que je t'écoute en parler et on voit quand même une orientation assez politisée du TPFPA par rapport à la formation et là on est dans... Alors c'est évidemment intéressant parce que je trouve que l'accompagnement des parcours à distance est un indispensable et je trouve qu'aujourd'hui la formation e-learning à proprement parler, si elle est de plus de quelques heures, elle ne devrait pas exister sans tutorat, sans accompagnement. On se rend bien compte de son inefficacité.
Donc ça en impose, et l'insertion professionnelle évidemment permet de valider la compétence acquise et qu'elle est en cohésion avec l'attendu. Donc c'est intéressant, mais c'est des compétences complémentaires et supplémentaires pour le formateur qui n'était pas aujourd'hui, et pour comme tu le dis justement, effectivement, sur une grande majorité des formateurs indépendants, oui. Je parlais à une formatrice qui exerce depuis 15 ans et qui n'a pas son TPFPA. Oups. Et pour autant, en fait, c'est des choses que j'ai su mettre en place dans mes formations, parce que c'est cohérent avec les attendus. Mais sur des formations, évidemment, de 1 jour, 2 jours en présentiel, aucune utilité. Aucune utilité. Et en plus, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, surtout. Difficile à mettre en œuvre, accompagner le développement professionnel des apprenants. Dans une majeure partie, on intervient quand on est formateur en entreprise. Oui. Ils sont déjà en poste. Et puis, si c'est pour une évolution, on va certainement pas avoir la possibilité de dire à la responsable formation, bon, on l'a formé, il faut qu'il évolue, ou en tout cas... écouter l'épanchement du stagiaire par rapport à son évolution et son entreprise, où là, on a tout intérêt à ne pas se positionner. Donc, c'est intéressant, effectivement, et on voit bien la posture de ce TPFPA sur de la formation longue et de la formation plutôt CFA. D'ailleurs, tout simplement aussi pourquoi ? Parce qu'en France, à ma connaissance, il y a eu un rapport qui est paru qui dit que on est en manque de formateurs CFA. Aussi. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur un titre professionnel qui s'adapte au marché du travail, mais me semble-t-il, il reste moins adapté à une grande partie du marché du travail, parce que beaucoup de formateurs aujourd'hui sont formateurs indépendants, et là on passe à côté entre guillemets, et c'est pour un formateur indépendant, admettons qu'il soit déjà installé, qu'il soit NDA, etc. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est peut-être de confirmer en passant seulement des blocs de compétences, le bloc 1, bloc 2 par exemple, mais typiquement pour un formateur qui va ne faire que des animations de formation d'une ou 2 journées, le bloc 3 va être très difficile à mettre en œuvre dans son quotidien, et il n'a pas particulièrement d'intérêt, me semble-t-il, si ce n'est pour la culture générale d'avoir ces éléments-là en poche en plus, mais voilà pourquoi je pense que c'est adapté à une cible vraiment particulière et pas nécessairement à l'ensemble du marché de la formation aujourd'hui. Et encore, tu nous as pas parlé du bloc 4, même si le bloc 4, avant que tu nous en parles, moi je tiens à dire qu'effectivement, sensibiliser à l'accompagnement des acteurs de la formation, on est en train de travailler avec 2 autres personnes sur une plateforme qui se veut RSE et pour les formateurs, parce que il est inadmissible aujourd'hui que les entreprises, les industriels qui travaillent sur la formation ne prennent pas en considération les formateurs qui sont à 2 pas de chez eux et aient le réflexe de plutôt appeler les grands organismes de formation qui vont être, par exemple, nous on est situé en Mayenne, les industriels de notre région vont appeler des organismes sur Paris pour faire intervenir soit un Parisien, soit un formateur mayennais, mais par le biais de l'organisme parisien. Pas très RSE. Le Mayennais va perdre 50% du chiffre d'affaires parce qu'il sera passé par un grand groupe parisien. Si c'est un Parisien, je vous parle même pas du bilan carbone pour sa venue. Et il est même arrivé de voir des formations qui se déroulaient dans un coin de France où il n'y avait que quelques acteurs qui venaient de ce dit coin et qu'il y avait des acteurs qui venaient de partout en France, alors qu'il aurait peut-être été plus judicieux de faire une formation en ligne. Donc la partie RSE, là, elle peut paraître éloignée du formateur indépendant, elle est néanmoins indispensable en termes de réflexion. Sachez juste, je le place comme ça, qu'on est en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme pour justement sensibiliser les gros industriels qui ont une obligation RSE et les obliger à travailler avec leur environnement proche et faire connaître les formateurs qui sont sur des localités.
Donc voilà, donc juste je le plaçais et je te laisse présenter ton bloc 4. Oui, donc le bloc 4 s'attache à une partie plus réglementaire. Tu parlais aussi tout à l'heure de l'aspect un peu plus politique, dans le sens où on va se rapprocher ici des exigences Calliope, notamment c'est elles qui vont être mises en avant. Dans la compétence 11, faire respecter la réglementation en vigueur en formation et dans sa spécialité, on va avoir en fait sur cette compétence et la suivante, un regard FPA. Voilà, en tant que formateur, voilà mes critères d'exigence, exemple Calliope. Et puis dans ma spécialité, je sais pas, moi j'ai par exemple formé des coiffeuses. Bon bah voilà, les coiffeuses, elles ont un tas de réglementations spécifiques par rapport aux couleurs des teintures, etc., qui ont des produits chimiques, etc. Il faut quand même connaître excessivement bien la réglementation pour éviter de faire une bêtise. Et donc, ça fait partie des éléments de vigilance qui seront à partager avec les apprenants et à partager aussi dans le cadre de l'examen autour de cette compétence 11. Oui. Il y a un regard sur Calliope. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'un diplômé TPFPA sera mettre en œuvre Calliope. On est d'accord? Ah oui, on est d'accord. C'est surtout comprendre que cette réglementation existe, comprendre ce qu'elle recouvre dans les grandes lignes et savoir dire, moi en tant que formateur, je sais que Calliope existe, je sais que tel et tel indicateur peuvent m'être utiles dans la mise en œuvre de tel et tel procédé. Okay. Et puis la compétence 12, elle vient à réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel dans sa spécialité. On retrouve à nouveau le double volet. À la fois, je me positionne comme formateur en veille sur la pédagogie, l'aspect réglementaire, l'aspect technologique principalement. Et puis, en tant que professionnel dans ma spécialité, peut-être que je suis en veille sur mes concurrents, peut-être que je suis en veille sur des sujets bien spécifiques d'actualité qui concernent mon univers métier. Et on retrouve cette discussion finalement entre l'aspect lié au FPA dans son positionnement en tant que tel et lié à votre volet métier par rapport à votre propre spécialité métier. Et en dernier lieu, la compétence 13 qui fait la part belle à l'analyse des pratiques professionnelles, qui là pour le coup me semble être un indispensable aujourd'hui pour le formateur. Un formateur qui ne sait pas se remettre en question, que ce soit un formateur professionnel ou un formateur occasionnel, va droit dans le mur, c'est certain. Donc l'analyse des pratiques, que ce soit une analyse individuelle ou une analyse entre pairs, ou avec un responsable hiérarchique, pourquoi pas, a une importance vitale pour le manager. Et d'ailleurs, cette compétence 13 est la première qui va vous faire passer sur le grill le jour de l'examen, puisque pendant 55 minutes, vous avez une mise en situation professionnelle autour de l'analyse des pratiques professionnelles avec une possibilité de préparation pendant 45 minutes de votre sujet sur 6 thématiques différentes et 10 minutes de présentation orale sans feedback particulier de la part du jury. Ok. Donc justement, cet examen, tu nous as présenté les 4 blocs, les 13 compétences, on voit que c'est complet, on voit que c'est très orienté animation, conception, animation, évaluation, insertion dans son environnement professionnel, au moins en termes de veille et de remise en question de son activité pour être en corrélation avec un mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce diplôme, sur cet examen qui va être passé? Peut-être je te laisse pour pouvoir peut-être présenter quelque chose. Je ne sais pas si tu as le titre, les éléments de l'examen. Sous la main, j'arrive pas à l'ouvrir. Juste pendant que tu cherches, c'est un examen qu'effectivement vous pouvez passer, si vous faites les 1 an, vous allez le passer de manière globale. Vous avez 4 blocs qui vont être évalués de manière indépendante. Vous pouvez obtenir 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs à l'issue de votre présentation. C'est aussi là, par exemple, cette semaine, en début de semaine, j'étais en échange avec une personne qui n'avait obtenu que qui pensait ne pas avoir obtenu tous ces blocs, et j'ai dit personnes qui n'ont pas obtenu l'ensemble des blocs, parce qu'on est quand même sur un examen qui a un certain niveau, en termes de contenu de formation. Il y a énormément de matière. On se le disait en introduction avec Emmanuel avant que vous arriviez, mais on est aux alentours de 700 heures de formation, ce qui est quand même
beaucoup d'informations et de compétences à enregistrer et à exercer. Oui. Et ça, vous allez devoir le présenter pendant 3 heures. C'est 3 heures la durée de l'examen ? Oui, tout à fait. 3 heures dans lesquelles, en fait, vous allez être évalué sur ces 4 blocs. Le jury va vous évaluer sur ces 4 blocs. Et effectivement, à l'issue, vous serez informé si vous avez obtenu votre 4 blocs. Et du coup, vous avez obtenu le diplôme RNCP, ou si vous avez obtenu 1, 2 ou 3, 4 blocs et vous devez repasser des blocs. C'est aussi un petit peu la lourdeur de ce diplôme où on est vraiment dans un diplôme métier. Il se joue comme tous les diplômes métiers. Voyez là qu'on ne dit pas que ce n'est pas utile. Il faut juste prendre la mesure de ce vers quoi on s'engage. Exactement, parce que on n'y va pas à la légère dans un titre professionnel comme celui-ci, je vous confirme. Donc pour rappel, il est niveau 5, c'est-à-dire un équivalent Bac plus 2. Personnellement, je le considérais plus comme un équivalent largement Bac plus 5, sans difficulté. Parce qu'il est relativement costaud, comme tu viens de le dire. Alors, ce document, c'est l'une des 2 bibles dont je parlais tout à l'heure, le référentiel d'évaluation. D'ailleurs, je précise que dans ces 2 documents REAC et RE pour les intimes, vous avez un glossaire en toute fin qui vous permet déjà un premier repérage de vocabulaire qui peut être utile, que ce soit sur le document lui-même ou plus largement sur la formation de formateur. Donc quand je descends dans ce document, je vais me retrouver avec ce tableau. On adore les tableaux en tant que formateur, donc ces documents-là en regorgent. Et ici donc un aperçu du déroulé finalement de l'épreuve. Épreuve qui va donc porter, comme je vous le disais, sur la première partie. Je vais zoomer un peu mon écran pour que vous puissiez mieux voir. Première partie d'épreuve, donc 55 minutes concernant la durée, et c'est cette fameuse compétence 13, l'analyse des pratiques professionnelles. Vous allez avoir le choix entre 6 thématiques qui sont énoncées dans les pages suivantes, 6 sujets possibles, donc il vous faut bien s'entraîner sur ces sujets. Moi j'ai une petite technique que je propose dans mes accompagnements pour faciliter l'appréhension de ces sujets. On revient sur les grandes bases d'une analyse de pratique et finalement on fait un petit retour réflexif sur comment j'ai géré une situation problématique dans l'une des 6 situations qui sont imposées par le titre. Encore faut-il les avoir rencontrés, et d'où l'intérêt de faire un ou plusieurs stages dans la période. Et donc, pendant 45 minutes, vous allez être dans ce travail réflexif que vous aurez préparé en amont. Donc, en fait, votre cerveau va savoir le chemin pour pouvoir exprimer les grandes idées. Un travail préparatoire en solitaire que vous allez pouvoir ensuite présenter en 10 minutes au jury. Cette évaluation se déroule au début de l'examen et il n'y a généralement pas de feedback du jury. Alors moi je suis habilitée jury. Pour l'instant je n'ai pas encore été jury en tant que tel sur ce titre, mais la façon dont je le perçois, je vois qu'il peut aussi y avoir des décalages en fonction des personnalités qui sont présentes au sein des jurys. Donc voilà, moi ma façon de faire, là c'est pas indiqué qu'il y a un feedback, donc moi je ne ferai pas de feedback en tant que jury parce que ça me paraît pas pertinent. Hop, pardon, j'ai ma souris qui m'a fait un petit tour de petit tour de bourrique. On a ensuite une autre partie de l'examen qui s'appelle l'entretien technique, qui s'affiche ici dans le milieu de mon écran, qui va consister à faire la part belle à 2 compétences. Les compétences 8 et 9 dont je vous ai parlé tout à l'heure, accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours, et tutorer les apprenants à distance. En l'occurrence ici, vous n'avez rien de spécial à préparer si ce n'est vos connaissances, mais le jury va vous interroger à partir d'un guide d'entretien dont il disposera le jour J. Et c'est à vous d'apporter des éléments de réponse, peut-être à travers des projections. Quand il arrive telle situation, comment faites-vous pour accueillir l'apprenant, ou comment faites-vous dans des situations en distanciel par rapport à une charte tutorale pour mener à bien un accompagnement, ou que sais-je encore, ou une animation de formation. Et puis, le questionnaire professionnel n'a pas lieu d'être dans ce titre, et le questionnement à partir de production, lui, va s'attacher
à venir alterner, et c'est ça qui est difficile à appréhender au démarrage de ce titre, des éléments qui vont être inscrits spécifiquement dans un document qu'on appelle le dossier technique, dont on retrouve trace dans la dernière colonne de mon tableau, et en même temps une partie des compétences qui va être traitée à l'oral. Donc là, ça nous fait faire un ping-pong gymnastique mentale qui n'est pas forcément très facile, mais vous, en tant que candidat, vous aurez à présenter un document, un livrable qu'on appelle dossier technique qui va reprendre 4 chapitres, et donc par chapitre une des compétences bien spécifiques de la vue synoptique que l'on a vu tout à l'heure. La compétence 1, la compétence 6, la compétence 10 et la compétence 12 vont être traitées dans le dossier technique. Il n'est pas nécessairement question d'y revenir à l'oral, puisque l'oral sera prévu pour que vous puissiez présenter les autres compétences du bloc, de chaque bloc de compétences en tout cas, au jury. Donc c'est une vraie gymnastique d'esprit. Moi-même, j'ai fait en sorte de fluidifier le plus possible l'appréhension de cette phase-là qui est assez complexe, aussi bien pour un jury d'ailleurs que pour un candidat. Mais une fois qu'on a saisi la chose, à nouveau, faut faire confiance à son cerveau qui maîtrisera tout à fait le ping-pong à réaliser entre ce qui tient de l'écrit, ce qui tient de ce qui est à présenter à l'oral. Dans tous les cas, le découpage de temps va vous permettre aussi de vous repérer, c'est-à-dire que pour le premier bloc de compétences concevoir et préparer la formation, vous aurez traité la compétence 1 dans votre dossier technique, et les compétences 2 et 3, vous aurez 20 minutes de temps à l'oral pour les présenter. Le jury, quant à lui, aura ensuite 10 minutes de questionnement par rapport à ce que vous aurez présenté. Et donc, je ne l'ai pas spécifié, mais le jury dispose le jour J de votre dossier technique qu'il prendra le temps de lire dès que vous serez arrivé. C'est le même schéma, le même fonctionnement pour chacun des autres blocs de compétences qui s'appelle ici activité type, mais c'est synonyme, bloc de compétences et activité type. Dans tous les cas, je me repère. Mon chapitre 2 ici fait référence à la compétence 6 sur la remédiation, et j'ai 15 minutes de présentation des compétences 4 et 5. Pour l'activité type numéro 3, accompagner les apprenants en formation, il y a une subtilité puisque vous traiterez seulement à l'oral la compétence 7. Et oui, les compétences 8 et 9 sont déjà traitées dans l'entretien technique auparavant, et la compétence 10 est traitée dans votre dossier technique, dans ce fameux chapitre 3. Donc il y a vraiment des subtilités à bien appréhender. Et concernant la dernière partie, à nouveau, une compétence va sauter puisque la compétence 13 ne sera pas prise en considération à ce moment-là. Elle aura été traitée en tout premier dans les premières 55 minutes de l'examen. Vous aurez donc à traiter la compétence 11 pendant 10 minutes à l'oral, et la compétence 12 a été appréhendée directement dans le dossier technique. Et puis, on a encore 10 minutes qui se baladent à la fin de ce temps d'examen. Ces 10 dernières minutes, c'est l'entretien final qui va prendre en considération un autre livrable. Donc, il y a bien 2 livrables à réaliser pour cet examen. Un autre livrable qui s'appelle le dossier professionnel. Dossier professionnel que l'on retrouve en fait dans tous les titres professionnels aujourd'hui en France. C'est un document standardisé qui est mis en place directement par les institutions pour avoir une sorte de portfolio. Donc il ne faut pas négliger le travail, même si c'est pour en parler qu'une dizaine de minutes avec le jury, ça peut paraître un petit peu light. Il ne faut pas négliger ce travail, tout simplement parce qu'un dossier professionnel dans le cadre d'un recrutement par exemple peut servir aussi de portfolio et de preuve que vous avez bien mis en œuvre telle et telle compétence, soit durant votre stage, soit peut-être durant des activités précédentes, parce que vous avez eu l'occasion d'être formateur dans d'autres cas de figure et que vous pouvez faire écho aux différentes compétences du titre à travers de précédentes expériences. En tout cas, ces 10 minutes de temps sont aussi consacrées à interroger votre vision du métier de formateur, votre posture, votre positionnement en tant que formateur dans cet univers de la formation professionnelle d'adultes. Donc là, je me permets juste, Peggy, ce que je vous dis là, vous retrouvez tout le détail, mais il faut vraiment prendre le temps de le lire posément. Vous retrouvez tout le détail dans la suite des pages du RE. Tout vous êtes inscrit. Moi, j'ai travaillé avec mes meilleurs stabilos pour bien répertorier qu'est-ce qui tenait de l'oral, qu'est-ce qui tenait de l'écrit.
pour avoir justement ce distinguo entre les deux items et pouvoir ensuite correctement appréhender les choses. Je précise aussi que pour le dossier technique, il y a des mises en œuvre spécifiques avec un type de police et d'interlignage à respecter. Donc je vous invite à vous créer une trame bien particulière pour éviter de tomber à côté des attendus du référentiel. Donc on voit qu'on a un diplôme. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces éclaircissements et ces tuyaux que tu donnes, parce que là tu nous as carrément donné des informations. Alors l'ERE, le REAC, on le retrouve si vous allez sur la base de données de l'AFPA, les titres de l'AFPA, des titres du ministère de l'Emploi et de la Formation qui sont des titres de l'AFPA. Vous retrouverez tous ces documents officiels qui vous donneront les informations. On voit bien qu'on est sur un métier complet. Et du coup, effectivement, vous sortez de là, vous savez appréhender le métier de formateur à proprement parler, tout comme vous pourriez, après, comme si on devait être formé à un autre métier, on pourrait appréhender le métier de formateur. J'espère que vous avez eu toutes les informations. Est-ce que vous avez, des questions qu'il reste en suspens et que vous voudriez poser à Emmanuel? C'est le moment ou jamais. Christophe, Carole, est-ce que vous avez des questions? Alors non, de mon côté, Emmanuel, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que c'était très porteur dans ma réflexion pour le coup. D'accord. Voilà, et donc voilà, ça confirme mon choix pour lequel effectivement je pense je vais bien me positionner, bien réfléchir, qu'on a vu avec Peggy. Donc effectivement c'est un très beau parcours, ça y est. Mais cependant c'est pas, honnêtement, moi je suis très transparente, c'est pas fait pour moi. Voilà. Oui. Là j'entends voilà, mais non mais c'est je veux dire, voilà, de rentrer dans le détail comme ça, justement, ça permet aussi je dirais de se poser les bonnes questions, de savoir où on veut aller et de savoir ce qu'on veut faire. Et là, pour le coup, ça a été super clair. C'est ce que j'ai vraiment entendu et ça me conforte vraiment dans mon idée. Ça m'éclaircit un peu plus et ça me conforte. Et du coup, ça me permet de voir un chemin différent. D'accord. De conforter un certain chemin, on va dire. Ok. Donc, très intéressant. Merci, Carole. Merci, Carole. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être, Christophe, vous pouvez nous faire votre retour, parce que pour vous, ça paraît peut-être cohérent, votre choix d'aller vers ce diplôme, puisque si j'ai bien compris votre présentation de démarrage, vous étiez manager de formation, de formateur, et vous devenez formateur dans la même entreprise, donc ça vous professionnalise sur le métier de formateur, et du coup, c'est tout à fait cohérent. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Christophe, par rapport à ça ? Oui. Alors oui, justement, c'est ce que vous disiez au tout début du webinaire. C'est pas parce qu'on a fait 2-3 formations qu'on est capable de se dire qu'on est formateur. Et c'est un peu ce que j'avais justement à l'origine. Je me disais, oui, j'ai fait 2 ans et demi de formation, c'est bon, je suis formateur. Mais pas du tout. Pas du tout. Loin, on est loin de ça justement. Et donc c'est pour ça que je voulais faire le SPA. Sauf que j'avais un peu de stress en disant dans quoi je me lance, dans quoi. Quand on voyait le dossier, mais sans forcément connaître le contenu et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a tellement de vocabulaire, tellement de choses que quand on lit, on dit ah ouais, mais est-ce que, ça paraît très lourd comme dossier. Alors ça l'est, mais ça paraît encore plus lourd de l'extérieur. Et vous avez su, dans la présentation, dédramatiser un petit peu le parcours. Et du coup, ça paraît plus clair. Pas moins simplifié, mais ça paraît plus clair. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que effectivement, je veux faire ça. Et pourquoi pourquoi et comment, surtout. Ça emmène aussi, comme vous avez dit, ça emmène dans le futur. Après cette formation, ce qu'on peut faire, et justement apparemment, et surtout les CFA. Donc c'est cool, ça a été vraiment une vraie source d'information ce webinaire.
parce que ça me confirme le choix et ça me déstresse un peu sur le parcours du fait que le dossier, quand j'étais voir à l'AFPA, on m'a dit c'est un gros dossier. Quand j'ai contacté les stagiaires, ils me faisaient un peu peur en disant vraiment, c'est pendant toute la formation, on travaille le week-end, c'est vraiment un gros dossier. Faut pas hésiter à travailler le week-end. Et je me dis mais là, dans quoi je me lance? Pourquoi je me lance? Et vous avez su dédramatiser ça, me déstresser. Alors je sais qu'il va y avoir du travail personnel, mais ça j'aime beaucoup. Mais ça paraît moins difficile à vous écouter vous que à écouter d'autres personnes. Et ça, je vous remercie. Merci pour ce retour. Je suis contente si j'ai pu déstresser quelqu'un dans la salle, tant mieux. Mais Christopher, oui, ce dossier. Alors, ma recommandation, c'est de peut-être commencer par le dossier professionnel. Déjà parce que c'est un document qui est normé, plus facile à remplir, avec 1 ou 2 exemples par compétence, pour vous permettre justement de valoriser, par bloc de compétences, pour vous permettre de valoriser un vécu. Peut-être que vous n'avez pas besoin de déjà avoir fait votre stage pour enrichir, parce que si vous avez déjà formé depuis 2 ans, vous savez élaborer une progression pédagogique potentiellement, vous savez déjà animer une formation multimodale peut-être. Donc ça peut être des choses que vous venez rapiécer et qui vont pouvoir se construire petit à petit. Mais vous pouvez déjà poser les bases dans ce dossier professionnel que vous pouvez retrouver effectivement sur le site dédié d'ailleurs. Vous pouvez télécharger et avoir beaucoup de petites astuces aussi sur la façon de compléter ce dossier sur le site de référence. Et au-delà de ça, sur le dossier technique, il doit effectivement faire entre 30 et 45 pages, ce qui est conséquent, d'autant plus quand on sait que le jury a à peine 1 heure pour le consulter le jour de votre examen. Donc on sait que c'est un travail qui va être surtout réflexif en fait, plutôt qu'une preuve réelle que le jury dont le jury va se saisir le jour J. Par contre, pour moi, c'est pas un travail à minimiser. Moi, j'ai été abasourdie par le travail. Il était plus léger à l'époque sur la version 6 du titre, mais c'est un vrai travail réflexif et posez toutes les idées que vous avez quand quelque chose passe dans votre esprit, vous êtes en animation, il se passe quelque chose peut-être de difficile, il y a peut-être un apprenant qui surréagit ou autre. Notez tout ça, c'est autant de matière, après il faudra faire le tri, mais c'est autant de matière que vous pourrez concaténer et intégrer, aménager dans votre dossier technique, voire peut-être même à l'oral. Donc pensez à prendre beaucoup de notes, c'est ma recommandation. Pensez aussi à bien vous structurer, à bien organiser, peut-être à coup de stabilo, comme je disais. Enfin, moi, si vous montre les documents, je les ai là. Typiquement, vous voyez un peu l'état d'esprit du truc. Il y a des notes partout, mais en fait, c'est ça qui m'a permis de me repérer sur le nombre de pages par chapitre, le nombre de minutes accordées pour l'oral, etc. Donc vraiment bien identifier quel élément va à quel endroit. On peut aussi se repérer sur la vue synoptique. Pareil, j'ai mis les mêmes coups de stabilo pour me repérer qu'est-ce qui va à l'oral, qu'est-ce qui va à l'écrit. J'ai toujours besoin de ces feuilles-là parce que dans mon esprit, si j'ai pas ce plan sous les yeux, j'ai du mal à redire quelle compétence va à quel endroit tellement c'est structuré. Donc je pense que de bien défricher les choses au début permet déjà de se poser, même si on connaît pas tout le vocabulaire, même si on démarre et qu'on n'a peut-être pas encore commencé le stage, ça amène déjà on pose les bases, comme on dit, ça amène des fondations solides pour après pouvoir se lancer et être plus à l'aise dans l'exercice. Et il faut le voir comme un travail réflexif, me semble-t-il, ce dossier technique en particulier. Ça peut être un travail en amont de la formation. Oui, complètement. Pour bien la formation sans stress, oui. Carrément. Donc en tout cas, merci pour vos questions et vos interventions. Juste pour vous dire, pour finir, pour vous annoncer qu'effectivement, Edico se lancera son TPFPA à partir du mois de février avec des entrées tout au long de l'année sur ce parcours où Emmanuelle, pour le coup, ne sera pas jury puisqu'elle sera tutrice de ce parcours que nous avons voulu faire une fois encore ce webinaire et que je pense que je vais mettre à disposition aussi une vidéo qui sera dans la même lignée sur notre autre parcours qui est le créer et développer son activité de formation pour mettre en parallèle, et là c'était très intéressant avec nos participants, le rôle de
je veux développer mon activité de formation en tant que formateur indépendant et je veux devenir formateur parce que dans mon métier j'en ai besoin ou je veux devenir formateur de CFA et que chaque diplôme va avoir une orientation. C'est-à-dire que le TPFPA, encore une fois, sans le dévaloriser, c'est un très beau diplôme pour quelqu'un qui veut devenir formateur salarié ou qui veut confirmer des compétences sur de la formation professionnelle pour adultes. Et en complément, de manière différente, le créer et développer son activité de formation, qui est un RS, est très bon, plus léger, pour des formateurs qui sont soit déjà indépendants ou des gens qui veulent se constituer en tant qu'indépendants, qui vont leur apporter des compétences sur l'animation, la conception, mais qui vont également prendre cet écosystème du formateur, la partie création d'activités et développement marketing. Donc voilà, donc on voulait vraiment montrer qu'il fallait arrêter de se laisser porter par des financements ou des fausses croyances sur ces diplômes et qu'il fallait vraiment que vous épluchiez les référentiels. S'il y a une chose à retenir, quelle que soit la formation que vous faites, allez éplucher les référentiels qui sont tous sur France Compétences. Vous tapez le titre du diplôme que vous allez faire, vous allez tomber sur le référentiel que nous vous avons présenté aujourd'hui et vous pourrez voir si ça répond à vos attentes. Vous investissez là dans votre avenir, il est fondamental que vous regardiez ces référentiels de manière claire, soit pour vous réorienter comme l'a fait Carole, soit pour vous confirmer comme l'a fait Christopher. Voilà, c'était le mot de la fin.